Notre cycle de conférences du vendredi, en remerciant Philippe Humain de sa présence, que je vais vous présenter donc, qui est une rénovation 2013. Bon, c'est pas les mêmes informations que les miennes. Celles qui sont sur le nombre de muséographies, d'expositions, de bâtiments. Donc, je pense que tu vas nous faire la liaison entre cette réalisation et peut-être d'autres travaux que tu as pu faire. Voilà. Bien, tu remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Bien, merci. Alors je vais pas m'étendre sur mon parcours parce que présenter le Luxor en 3/4 d'heure plus un quart d'heure d'échange, c'est ce qu'on m'a dit. Ça tient de la gageure, voire de la mission impossible. Donc je vais rentrer très vite dans le vif du sujet. Simplement, donc effectivement, je suis architecte et je fais essentiellement des projets de bâtiments publics et en particulier de bâtiments à caractère culturel. Théâtre, cinéma, c'était ma première expérience, mais j'ai fait plusieurs théâtres, j'ai fait des salles, des musées, des salles d'expo, et comme on vous l'a dit, effectivement, j'ai aussi une activité de scénographe. Entre autres, j'avais fait la scénographie de l'expo sur l'hôtel particulier à la Cité de l'Archi, donc je pense que c'est un sujet qui va peut-être intéresser certains d'entre vous et que vous avez pu voir. Donc voilà, et je passe tout de suite dans le vif du sujet. Donc ce bâtiment, le Luxor, est un bâtiment, alors peut-être que vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, en tout cas quand on passe par le métro aérien de la ligne 2, on le voit. Donc moi c'est un bâtiment que je voyais depuis des années, je suis parisien depuis plus de 30 ans, et je l'ai toujours vu fermé, puisqu'en fait il a cessé son activité comme cinéma en 1984, et ensuite il a eu une brève carrière de boîte de nuit, avec 2 boîtes de nuit qui se sont succédées avec des fermetures, ouvertures, fermetures administratives, enfin une vie un peu compliquée, jusqu'en 1987, qui est la date donc de sa fermeture définitive. Donc depuis, le bâtiment était à l'abandon. Enfin, à l'abandon. Il avait un propriétaire qui était Tati, donc Tati qui est le magasin qui est en face, de l'autre côté du carrefour. Et Tati l'avait acheté dans les années 80, essentiellement, enfin c'est ce que tout le monde pense, et je pense que c'est la réalité, pour bloquer le site et éviter qu'un concurrent ne s'installe dans ce bâtiment. Tati avait fait plusieurs tentatives de rénovation qui n'avaient pas abouti, essentiellement parce qu'il ne voulait pas y consacrer l'argent nécessaire, et qu'il avait une contrainte très forte, c'est qu'en 1981, Jack Lang avait classé le bâtiment, enfin plus exactement inscrit à l'inventaire supplémentaire, en même temps que le Rex, que la Pagode, et je crois un ou 2 autres cinémas historiques parisiens. Ce qui fait que, évidemment, l'enveloppe du bâtiment était intangible, ne pouvait pas être détruite, et que forcément la direction régionale des affaires culturelles surveillait le bâtiment et qu'il n'était pas possible d'y faire n'importe quoi. Donc pendant 20 ans, il ne s'est rien passé, et sous la pression des associations locales, en 2003, Bertrand Delanoë s'est laissé convaincre de racheter le bâtiment. C'est également Christophe Carèche, qui à l'époque était député du 18e arrondissement, qui a été très actif dans la négociation avec Tati, et la ville l'a racheté pour 1 million d'euros, donc pour un montant qui était relativement symbolique par rapport à la valeur du bâtiment, sachant que derrière ils auraient de toute façon beaucoup d'argent à dépenser pour le remettre en état et en faire quelque chose. Donc à partir de là, la ville a passé 5 ans à programmer ce qui allait se passer dans ce bâtiment. Donc c'était un ancien cinéma, je reviendrai avec les images, mais juste pour que vous compreniez bien le contexte. C'était un ancien cinéma, mais c'était pas du tout évident que la ville en refasse un cinéma. D'abord parce que la ville de Paris n'est pas propriétaire de cinéma, c'est le seul cinéma dont elle est propriétaire, et la ville n'est surtout pas exploitant de salles de cinéma, n'a pas la capacité à le faire. Donc il y a eu des études de programmation,
et faisabilité qui ont duré 5 ans avec différentes hypothèses, un centre culturel, quelque chose qui aurait pu ressembler à ce qui s'est fait à la Maison des Métallos, par exemple. Ça, c'est ce que souhaitaient un certain nombre d'associations du quartier, parce que ça leur aurait permis d'utiliser le bâtiment, même si aujourd'hui le cinéma leur est ouvert et qu'ils peuvent l'utiliser, mais d'une façon, je dirais, un peu plus cadrée, à des horaires qui sont compatibles avec le cinéma. Donc il y a eu toute cette phase de programmation et de consultation, donc de maîtrise d'œuvre, pour choisir l'équipe qui allait restaurer. Donc à partir du moment où le programme a été validé, c'est-à-dire en 2007, où la ville a décidé, au vu des études de chalandise par rapport au quartier, que effectivement il y avait un manque en matière cinématographique dans le quartier, qu'ils ont imaginé un montage qui consistait à faire ce qu'on appelle une délégation de service public, c'est-à-dire que la ville faisait les travaux et ensuite trouvait un exploitant privé pour exploiter le cinéma, moyennant le paiement d'une redevance, donc ce qu'on appelle la délégation de service public. À partir du moment où la ville a su comment organiser le montage de ce projet, elle a consulté. Donc j'ai été retenu à l'issue d'une procédure d'appel d'offres où il y avait une quarantaine d'équipes qui ont postulé, ce qui n'est pas beaucoup, mais compte tenu de la spécificité du projet, effectivement, ça n'a pas forcément attiré toutes les grandes stars de l'architecture. Donc j'ai été sélectionné en 2008 et j'ai travaillé à peu près pendant 2 ans, enfin une grosse année d'études, quasiment une année d'appel d'offres pour choisir les entreprises, parce qu'à Paris les procédures d'appel d'offres, marché public, c'est toujours très très long. Il y a de nombreux passages en commission, commission d'appel d'offres, amont, aval, etc., etc. Donc je vous passe les détails. Et on a attaqué le chantier donc en 2010 avec 3 ans de chantier. Donc le bâtiment a effectivement été terminé ou pseudo-terminé fin 2012, mais on a quand même eu les 3-4 premiers mois de 2013 pour les finitions levées de réserve, et le bâtiment a été inauguré le 17 avril 2013. Donc voilà, c'est redevenu un cinéma, et maintenant donc je vais vous montrer tout ce qui s'est passé depuis 1920 jusqu'à aujourd'hui. Alors forcément, ça sera rapide. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a un livre qui existe, parce que ça a été une belle aventure, qui est, Elisabeth me signale qu'il est à la bibliothèque, aux éditions Archives d'architecture moderne, qui raconte donc toute cette histoire et qui raconte aussi toute l'histoire du bâtiment, même au-delà, l'histoire aussi, sur laquelle je ne m'appesantirai pas, parce que ça demanderait plusieurs heures de développement, sur l'histoire de l'égyptomanie, et en particulier de l'égyptomanie appliquée aux salles de cinéma, puisqu'il y a à peu près une centaine de salles de cinéma néo-égyptiennes qui ont été construites dans le monde entre les années 20 et aujourd'hui. Il y en a même encore qui se construisent aujourd'hui, de nouvelles salles. C'est pas forcément les plus belles, mais je dirais que l'égyptomanie continue à inspirer les constructeurs de salles de cinéma, pour des raisons sur lesquelles éventuellement on pourra revenir après. Donc voilà, l'emplacement du bâtiment, donc il est à l'angle du carrefour du boulevard Magenta et du boulevard de la Chapelle, carrefour Barbès, et c'est un bâtiment qui a une position urbaine extrêmement forte, extrêmement intéressante. Du coup, c'était d'autant plus dommage que cette espèce de friche, même si le bâtiment n'était pas en ruine entre guillemets, mais il était quand même en piteux état, marque l'angle de ce carrefour. Alors avant le Luxor, il y a eu un bâtiment, hein. Donc ça c'est assez intéressant pour nous qui travaillons sur la ville, c'est-à-dire que monsieur Zipsi, qui est le propriétaire du Luxor, qui a fait construire le Luxor en 1920, il a été inauguré en 1921, avait racheté ce grand bâtiment haussmannien qui devait avoir une 60aine d'années, puisqu'il a été construit, c'était le boulevard Barbès, donc ça faisait partie des dernières percées haussmanniennes. Donc on pense que le bâtiment devait dater des années 1860-1870. Grand bâtiment haussmannien, R+6, plus comble, les 2 premiers étages occupés par un grand magasin qui s'appelait au Sacré-Cœur Nouveauté, qui était un grand magasin de mode. Donc racheter ça, le démolir pour en faire un cinéma, c'était un sacré pari sur la rentabilité d'un cinéma. Alors l'histoire est assez d'ailleurs tragique, puisque monsieur Zipsi est mort, je crois, 1 mois après l'inauguration du Luxor. On ne sait pas d'ailleurs, peut-être qu'il s'est suicidé, c'est pas très clair. En tout cas, ces affaires marchaient très mal. C'était pas que à cause du Luxor, parce qu'en 1 mois, c'est pas suffisant pour faire faillite. Mais c'était un homme d'affaires, en fait, un peu tous azimuts, qui faisait du négoce en tout genre et qui a dû, à un moment, avoir des difficultés. Donc, toujours est-il que, voilà, il n'a pas survécu à l'ouverture de son cinéma.
Voilà une autre vue à hauteur d'œil dans la rue. Donc vous avez sur la droite l'emplacement de ce grand magasin qui est devenu le Luxor. Et voici donc la photo, la première photo connue, donc 1921, à l'ouverture. Et c'est une photo qui est importante parce qu'elle nous a vraiment servi pour restituer l'enveloppe du bâtiment au plus proche de ce qu'il était en 1921, puisque entre-temps, il avait quand même beaucoup souffert. Vous le verrez sur les photos suivantes. Donc aujourd'hui, si vous allez au Luxor, vous verrez que le bâtiment, j'espère en tout cas, est vraiment très très proche de cette photo. Y compris, on n'a pas remis en place, par exemple, le grand éclairage, les grandes affiches, enfin les grandes implantations publicitaires qui ont été mises en place dès 1922, c'est-à-dire un an après, il y avait déjà quelqu'un qui avait eu l'idée de mettre un bandeau lumineux, enfin ces grandes écritures lumineuses Luxor, qui aujourd'hui sont totalement proscrites par la ville de Paris. Vous savez qu'ils sont en train de faire la chasse et d'éliminer tout ce qui est affichage lumineux dans les villes, à la fois dans la ville, à la fois pour des raisons de consommation électrique et de pollution visuelle, on va dire. Donc voilà. En revanche, on a remis en place ces grands mâts que vous voyez, les 4 grands mâts qui marquaient la façade et qui eux avaient disparu dès les années 40. On n'a pas de date précise, mais dans les photos de l'immédiate après-guerre, ces grands mâts n'y sont plus. Voilà, on avait pour l'intérieur, en tout et pour tout, 2 vues en noir et blanc, très très cadrées, donc une cadrée très serrée sur l'écran, qui nous a aussi beaucoup servi, parce que ça nous a montré en particulier le grand soleil ailé qui est au-dessus de l'écran, tout le décor qui est autour de l'écran, qui lui avait totalement disparu depuis les années 30. Il faut savoir que l'intérieur du bâtiment, le décor de la salle, dont on a retrouvé une partie, vous le verrez sur les images suivantes, en faisant de l'archéologie, on va dire, a été en partie détruit et recouvert dès 1930. C'est-à-dire qu'il a été vu en tout et pour tout pendant 9 ans par le public. Et ensuite, les modes ayant changé, l'exploitant, qui à l'époque était devenu Pathé, puisque c'est Pathé qui a racheté le cinéma en 1929, et ensuite il est resté dans le circuit Pathé jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire jusqu'en 1983, où il passait des films indiens en version originale non sous-titrée, où il passait du kung-fu égyptien, où il passait des choses tout à fait improbables. Il était quand même dans le circuit Pathé. Donc c'était le seul cinéma Pathé de France et du monde à avoir ce type de programmation. Donc Pathé communiquait pas beaucoup sur la question, mais c'était quand même un cinéma Pathé. Donc à partir du moment où Pathé l'a racheté, il a totalement changé l'aménagement intérieur, mais on a au moins ces 2 photos, alors qui étaient en noir et blanc, donc ils ne nous renseignaient pas sur la polychromie, ce qui fait qu'on a dû compléter avec un certain nombre de recherches in situ. Et voilà la vue dans l'autre sens, donc la vue vers les balcons, avec ces 2 balcons. Donc c'est un des rares cinémas à Paris qui est 2 balcons, et il a retrouvé, je dirais aujourd'hui, ces 2 balcons, et avec ce plafond à caissons, dont vous verrez la façon dont on l'a réinterprété. Donc à l'origine, les grands caissons centraux, c'était du staff ajouré, qui permettait à la fois d'évacuer la chaleur et la fumée, puisque les gens fumaient dans les salles, et également d'éclairer ce que l'on voit sur la photo précédente, qui a été prise en pose longue. Donc on a de la lumière qui arrive, on a même l'impression qu'il y a beaucoup de lumière, mais en réalité on a retrouvé, c'était des espèces de gamelles comme on l'a dans les ateliers, et installées à 14 mètres de haut, je pense que la lumière qui arrivait dans la salle devait être extrêmement parcimonieuse. Donc voilà la vue dans l'autre sens, qui également nous a effectivement beaucoup servi. Et vous voyez que le plafond était décoré avec là aussi des éléments néo-égyptiens que vous verrez mieux donc sur les photos de la restitution. Alors notre travail, dans un premier temps, on a essayé de comprendre comment ce bâtiment avait été réalisé, puisqu'il avait beaucoup changé. Vous verrez les photos, l'état dans lequel on l'a trouvé. Et entre autres, on a redessiné l'état du bâtiment en 1920, d'après des traces sur place, d'après un certain nombre de plans, d'après le permis de construire, mais qui, comme tous les permis de construire de l'époque, était totalement fantaisiste, enfin totalement, en grande partie fantaisiste, mais grosso modo, à l'origine, le bâtiment avait 1100 places. Aujourd'hui, la grande salle, dans un volume qui est assez proche, qui a perdu à peu près entre 10 et 15% de sa surface, pour des raisons que j'expliquerai, entre autres d'isolement acoustique, on est passé à 340 places. Donc on a diminué par 3 la jauge. Donc ça s'explique par la largeur des allées, par la taille des sièges, par les espaces entre les sièges, par le fait qu'à l'avant, on a une grande surface vide
Sur plus de 6 mètres de profondeur, on n'a pas de siège, parce que c'est la norme d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de mettre des sièges à moins de 0,6 fois la largeur de l'écran. Donc tout ça cumulé fait qu'on a diminué la jauge par 3. Vous avez également, par exemple, une loge sur le côté, là vous la voyez en bas de l'écran, où on peut se demander ce que les gens voyaient, parce qu'ils étaient quasiment perpendiculaires à l'écran, enfin rasants par rapport à l'écran, qui en plus était en hauteur. Donc là c'était vraiment pour remplir la salle, mais on ne devait pas voir grand-chose quand on était installé là. Voilà le plan du balcon, du premier balcon. Donc là, ce sont les meilleures places. C'était les meilleures places et ce sont toujours les meilleures places aujourd'hui, parce que c'est une salle qui a la caractéristique d'avoir un écran qui est relativement en hauteur. Et donc, si vous y allez, je vous conseille d'aller plutôt au premier balcon, parce que là, vous êtes vraiment à l'axe, je dirais, de l'écran, même si on est tout à fait dans la norme au parterre et qu'on voit aussi très bien. Mais en plus, quand on est au balcon, je trouve que la salle prend plus de largeur que quand on est au parterre. Voilà, donc le parterre avait... Non, il ne veut pas revenir. C'est le problème de décalage, pardon. Allez. On va y aller. Faut pas le brusquer. On avait plus de 600 places au parterre. Là, aujourd'hui, on en a 200. Le premier balcon, en fait, c'est lui qui est resté le plus proche du nombre de places. On avait 180, il y avait à peu près 200, oui, enfin presque 300. Donc là, lui, il a été divisé par 2. On a 140 places au premier balcon. Et le deuxième balcon, lui, a perdu beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'on a gardé vraiment que 3 rangs, parce que là aussi, par rapport à la norme, aujourd'hui, on est trop loin de l'écran. Donc vous avez des normes qui vous imposent de ne pas être à moins d'une certaine distance de l'écran, et vous avez d'autres normes qui aujourd'hui vous interdisent d'être à plus d'une certaine distance de l'écran, en fonction de la largeur de l'écran. Donc là, toute la partie arrière, une espèce de poulailler, où vous aviez quand même près de 300 personnes, 267 personnes. Aujourd'hui, vous n'avez plus qu'une quarantaine de places au deuxième balcon. Et on a évidemment également reconstitué la coupe, qui est très importante et qui montrait comment cette salle se développait, donc avec ces 2 balcons, et l'écran, donc qui est ici, avec une mini-scène qui servait pour les attractions, puisque dans les 10 premières années du cinéma, quand on était c'était un cinéma muet, vous aviez entre les films, qui étaient souvent des films assez courts, une trentaine de minutes, mais il y avait dans chaque séance, il y avait 4 ou 5 films, et entre chaque c'était des sortes de moyens métrages, entre chaque moyen métrage, vous aviez des petites attractions, des gens qui venaient faire de la magie sur scène, qui venaient chanter une chanson, etc. Et sur le côté, là, vous aviez des grilles que l'on voit, que l'on a, pour une partie retrouvée et pour une partie reconstituée, derrière lesquelles il y avait une machinerie d'orgue, puisque quand on était en cinéma muet, il y avait un orchestre qui s'installait dans la fosse d'orchestre, que l'on voit sous la scène, mais on pouvait aussi avoir une diffusion d'orgue. Et alors, l'orgue de cinéma, pour ceux qui connaissent un peu, ça ne permet pas seulement de diffuser de la musique, mais ça imite la cavalcade des chevaux, ça imite le bruit du train, donc ça permettait aussi de faire les bruitages des films qui accompagnaient. Alors il y en a un qui est très célèbre, c'est celui du grand cinéma Pathé-Gaumont, la plus grande salle du monde, qui a fait, je crois, 2400 places, qui était place Clichy. Et donc s'il y a des amateurs, il y a un orgue qui est il n'est même pas à vendre à mon avis, si quelqu'un est intéressé pour le réinstaller, on lui le donne, qui est stocké dans le pavillon Baltard de Nogent, et dont la ville de Nogent veut se débarrasser parce que ça occupe la moitié d'une salle comme ça. Et que voilà, donc s'il y a des gens qui sont preneurs, je connais le restaurateur de l'orgue, il est prêt à le céder à n'importe quel prix pour qu'il soit remonté et qu'il refonctionne enfin. Voilà, donc ça c'était une vue dans l'autre sens qui permettait de voir l'écran. Et alors ce qui est intéressant sur cette vue, c'est qu'on voit qu'en dessous du bâtiment, de la salle, il y avait les 2 niveaux de cave qui en fait étaient les niveaux de cave du bâtiment haussmannien. C'est-à-dire que quand M. Zipsi a racheté le bâtiment pour faire son projet, comme il n'avait rien à faire des caves, il y avait la chaufferie, il y avait quelques locaux techniques, des sanitaires, il a gardé les niveaux de sous-sol. Donc ça a fait partie des choses très compliquées, c'est-à-dire qu'on a dû démolir à la petite cuillère ces niveaux de cave pour y reconstruire les 2 salles complémentaires de la grande salle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le modèle économique d'un cinéma, c'est minimum 3 salles. Aujourd'hui, les monosalles, toutes les monosalles du quartier latin, en particulier, ont les plus grandes difficultés et à terme sont vouées à disparaître, parce que quand un exploitant projette un film, on lui loue le même prix qu'il le garde 1 semaine, 3 semaines, 6 mois,
Du coup, s'il ne peut pas prolonger la vie de son film dans une salle avec une jauge plus petite, il est obligé de le rendre très vite pour reprendre un film qui va faire plus d'entrées. Du coup, ça, en termes de, je dirais, de rentabilité d'une location de film, c'est beaucoup moins intéressant que d'avoir 3 salles avec des jauges différentes qui permet de commencer dans la grande salle, de prolonger dans la salle moyenne et de terminer dans la petite salle, et du coup d'amortir beaucoup mieux la vie d'un film. Donc voilà l'état, là on est dans les années, au début des années 80, on est même je crois en 83, c'est le dernier film qui a été projeté, qui est un film égyptien qui s'appelait Caïd, un polar égyptien, voilà, avec tarif unique à 12 francs, donc vous voyez que la façade, côté magenta, elle avait beaucoup souffert, je vous montrerai une vue derrière, c'est-à-dire que tout le décor avait disparu, sauf la corniche en mosaïque, et côté boulevard de la Chapelle, c'était l'inverse. La façade elle-même était à peu près intacte, à part les grands mâts dont je vous ai parlé. En revanche, toute la corniche en mosaïque avait disparu. Pourquoi ? Parce que derrière, en fait, c'est une fausse façade qui est dans le vide, qui a été construite uniquement pour assurer, je dirais, la continuité de la hauteur du bâtiment. Donc derrière, vous avez une façade qui tient dans le vide, et avec les chocs thermiques, avec les infiltrations, les mosaïques ont dû commencer à se décoller, et l'exploitant s'est dit que ça tombait directement sur le trottoir, ça risquait de blesser quelqu'un, donc il avait entièrement purgé la mosaïque que l'on a dû évidemment refaire. Vous voyez aussi que les vitraux, qui étaient, si vous vous souvenez des photos des années 20 et 30, ici il y avait des vitraux sur toutes les fenêtres qui évidemment avaient disparu, et la marquise avait perdu tout son décor au nez de ce qu'on appelle le nez de la marquise. Et également, ça c'était un gros changement, c'est-à-dire que les grandes ouvertures qui faisaient que ce qu'on appelle le porche était totalement ouvert sur la ville, c'était presque une extension de l'espace public, avaient été privatisées, et qu'en fait là on rentrait dans une espèce de souterrain très sombre, alors qu'à l'origine c'était prévu pour être une grande ouverture sur la ville. Voilà des photos de la dernière séance, en 1983, donc vous avez un public nombreux. Vous voyez que le décor intérieur de la salle, donc qui avait été refait 4 ou 5 fois depuis les années 20, était très très banalisé, avec cette moquette marron, tout avait été ripolliné en blanc. Voilà la vue côté écran. Et voilà une vue du balcon où le public est encore plus nombreux qu'au parterre. Donc c'est la dernière séance. Et voici l'état dans lequel j'ai trouvé le bâtiment, donc en 2008, lorsque j'ai été désigné. Donc il n'y avait pas beaucoup bougé, à part quelques graffitis et quelques panneaux d'affichage supplémentaires par rapport à l'état 83. C'était juste un petit peu dégradé, mais rien de notable. Et voici la façade côté magenta. Donc on voit bien que cette façade, et j'y reviendrai dans les travaux, avait été entièrement purgée. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus du tout les décaissés de façade, il n'y avait plus du tout la modénature qu'il y avait à l'origine. L'inscription Luxor a totalement disparu. Alors on pensait que peut-être les choses étaient restées en l'état derrière, qu'ils avaient simplement remis un enduit. En fait non, ils avaient tout pioché. Ils avaient fait un bel enduit ciment bien épais et remis une couche de finition avec une peinture, ce qui fait que là c'est une façade qu'on a dû entièrement refaire en s'inspirant là aussi des dessins et des photos d'origine. Je vous montre rapidement les plans. Donc ça c'est les plans de la cave, deuxième sous-sol tel qu'on nous les avait donnés, avec une erreur de géomètre, mais ça c'est malheureusement souvent le cas, enfin une erreur. Disons qu'il n'a pas suffisamment investigué, géomètre et on va dire maître d'ouvrage. C'est-à-dire que toute la partie centrale qui est représentée comme du terre-plein, tout ça, en réalité, il y avait aussi des caves. Mais quand en 1921, M. Zipsi a fait le projet, le premier étage de cave, il a mis quelques trucs, deuxième étage aussi, et puis tout ce qui ne servait à rien, il a mis les remblais. Et il a muré les caves. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé, on pensait être dans du terre-plein, ce qui aurait été plus simple, mais on s'est retrouvé dans des caves voûtées, remblayées, donc il a fallu vider, et ensuite démolir à la petite cuillère, ce qui n'a pas simplifié le travail. Et voici donc ce que l'on en a fait. Donc en gris, vous avez les structures conservées, et en rouge, vous avez les structures créées. Donc là, vous voyez qu'il ne reste rien. C'est-à-dire qu'on a entièrement vidé ces étages de cave pour créer les 2 salles, puisque la structure existante, ces structures de cave en pierre, ne permettaient pas du tout de créer des salles de cinéma.
Mais en revanche, on a gardé les structures en haut, donc vous le verrez sur les photos, c'est-à-dire qu'à un moment, on avait le bâtiment, les étages supérieurs qui étaient suspendus pendant qu'on était en train de creuser au sous-sol. Et puis vous voyez sur la gauche, un point important, c'est qu'on a le métro, la ligne 4, donc on a le métro aérien, la ligne 2 qui passe côté Chapelle, et sous magenta, on a la station et la ligne de métro 4, qui est à peu près à 3 mètres du bâtiment, et qui générait des vibrations très importantes dans le bâtiment. Donc un des gros sujets, ça a été l'isolement acoustique, à la fois s'isoler par rapport au métro pour éviter qu'on ait les vibrations dans la salle, ce que l'on a dans beaucoup de salles parisiennes, mais bon, dans une salle neuve qui plus est construite par la ville, enfin restaurée par la ville de Paris, ça aurait été très gênant. Et en plus, on a le problème de l'isolement dans l'autre sens, puisqu'on est collé contre des bâtiments dans lesquels on a en particulier des chambres, et l'isolement qu'on avait mesuré entre le bâtiment et les logements à côté était inférieur à l'isolement réglementaire que l'on doit avoir entre deux logements. Donc par rapport à un bâtiment public, on était largement hors norme. Donc la seule solution que l'on a étudiée et validée, que les acousticiens ont validée, ça a été de faire une boîte dans la boîte, donc une boîte acoustique. Je vous montrerai rapidement tout à l'heure, parce que là encore, j'aurai pas le temps de m'étaler. Mais les deux salles du sous-sol sont elles-mêmes des boîtes acoustiques. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont une enveloppe. Et à l'intérieur de cette enveloppe, on est totalement désolidarisé et on est posé sur des ressorts. C'est-à-dire que quand on a une vibration, soit à l'extérieur de la salle, soit dans la salle, que ce soit le métro dans un sens, soit le bruit de la salle dans l'autre sens, parce qu'aujourd'hui, un film en THX ou en je sais pas quoi, ça peut faire 95 décibels. Donc là, les voisins ont récupéré 75, ce qui n'était pas du tout acceptable. Ce sont les voisins qui ont fait fermer le cinéma, puis la boîte de nuit. Donc il faut savoir que il y avait un lourd passif par rapport à ce qui s'était passé sur le site. Donc là, on n'avait pas droit à l'erreur. Donc on a effectivement travaillé sur ce thème de la boîte dans la boîte. Donc voilà le sous-sol avec une salle, une petite salle de 74 places et une salle moyenne de 140 places. Ça, c'est le vide sur sur ces deux salles avec la cabine de projection. Donc là, vous êtes sur une cabine biface qui permet de projeter dans des deux côtés, et les trois salles sont équipées évidemment en numérique avec les dernières technologies. Donc pour ceux qui connaissent, c'est des projecteurs 4K et également en argentique dans la salle moyenne et la grande salle, puisque s'agissant d'un cinéma d'arrêt-essai, l'exploitant a souhaité conserver la possibilité de projeter des films en argentique, puisqu'aujourd'hui tout le patrimoine n'est pas numérisé. Donc voilà le rez-de-chaussée avec le parterre, et là on distingue bien le système de boîte dans la boîte, qui fait perdre à peu près une soixantaine de centimètres en périphérie de la salle, puisqu'on a la structure existante, que l'on a dû également renforcer, puisque quand on calcule aujourd'hui, avec les normes actuelles, le bâtiment, en particulier les façades, n'étaient pas censées résister à la poussée du vent. Alors on peut dire que c'est très théorique, puisque le bâtiment n'avait pas bougé depuis un siècle, mais les bureaux de contrôle ne validaient pas le projet, la réouverture en établissement recevant du public, si on n'avait pas renforcé les façades. Donc on a une structure de renfort, et à l'intérieur, avec un vide minimum de 4 ou 5 cm, on a une deuxième structure totalement autostable, donc une boîte avec 6 côtés, le sol, les 4 parois et le plafond, qui en aucun point ne touche la structure existante du bâtiment. Donc extrêmement contraignant, mais c'est le seul moyen de s'isoler vraiment par rapport aux voisins. Et effectivement, le premier balcon a dû être démoli et reconstruit, et le deuxième balcon aussi d'ailleurs, totalement solidaire de la boîte intérieure, sans aucun contact avec la boîte extérieure. Premier balcon. Au niveau du deuxième étage, donc on a un petit salon qui correspond à l'endroit où on a les vitraux, qui était à l'origine la buvette du cinéma, qui fait 45 mètres carrés, et comme je vous le disais, vous aviez 1100 personnes, donc vous faites le ratio mètres carrés, il devait y avoir des queues dans l'escalier pour aller boire un coup à l'entracte. Donc aujourd'hui, c'est devenu un petit lieu d'exposition, d'événements, et au-dessus, donc dans la partie que l'on a gagnée sur le deuxième balcon, donc si vous vous souvenez de l'image du deuxième balcon en 1920, il était beaucoup plus profond, il allait quasiment jusqu'à la façade. Donc là, toute la partie qui n'était plus exploitable pour les projections, pour des raisons de normes de distance à l'écran, on y a aménagé un bar
qui bénéficie d'une terrasse, qui est un endroit assez sympathique, puisqu'il donne sur le carrefour Barbès avec le Sacré-Cœur au fond, le métro qui passe, donc c'est un endroit assez couru. Donc cette terrasse qui était à l'origine inaccessible, c'est-à-dire pour y aller, il fallait enjamber les fenêtres, elle n'avait pas du tout été conçue comme un lieu accessible. Alors non seulement on l'a rendu accessible, mais on l'a aussi rendu accessible au PMR, puisque évidemment, ça me permet de faire un aparté. C'est un bâtiment qui a été rendu accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc on a un ascenseur que vous voyez ici, que vous avez dû voir peut-être repéré sur tous les plans, qui permet de desservir les salles du bas, tous les étages, jusqu'au bar, et la terrasse elle-même est accessible au PMR. Au-delà de ça, on est accessible, ce que la ville de Paris appelle tout handicap, pour les malvoyants, y compris pour les aveugles, puisqu'on a de l'audio-description. Il y a des aveugles qui vont au cinéma. Pour les malentendants, on a des boucles audio dans la salle, enfin dans les salles, qui permettent de recevoir le signal sonore directement sur un sonotone, enfin sur un appareil auditif. On a du guidage podotactile un peu partout dans le bâtiment, du repérage en braille. Donc on est vraiment accessible tout handicap. Et le dernier étage, qui est l'étage de la direction, quelques bureaux, et avec des locaux techniques. Donc dans la partie centrale, qui était, comme je vous l'expliquais, l'endroit d'où s'échappait la fumée et la chaleur au-dessus du plafond de la grande salle d'origine, dans lequel on a mis les CTA, c'est-à-dire des centrales de traitement d'air, et un élément très important qui est une thermofrigopompe, donc une pompe à chaleur réversible qui est capable de faire du chaud et du froid, et le bâtiment est chauffé en géothermie. Donc on a un captage dans une nappe phréatique qui est à 80 mètres de profondeur à peu près, enfin entre 60 et 80. On capte l'eau, on la fait passer dans cet échangeur, dans cette pompe à chaleur, et ça permet de produire soit du chaud pour chauffer la salle en hiver, enfin les salles, et tout le bâtiment d'ailleurs, soit de rafraîchir les salles en été, voire en mi-saison quand on a besoin de rafraîchir. Donc ça c'est très important parce que ça nous a permis de rentrer dans le plan climat de la ville de Paris, qui oblige, pour ceux qui sont un peu au courant, à une consommation de 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré de chaude et par an. C'est un peu technique, mais aujourd'hui c'est incontournable pour votre future activité d'architecte. Vous serez obligé de respecter la RT 2012, bientôt 2015, qui vous fixe comme ça des consommations maximales pour les bâtiments. Et pour un bâtiment comme ça, qui est extrêmement consommateur, en particulier du fait du renouvellement d'air, c'est le même cas d'ailleurs dans cette salle, pour qu'on ne soit pas asphyxié en fin de séance, vous avez énormément de brassage d'air, donc beaucoup de consommation énergétique, et la seule façon de s'en sortir et de rentrer dans cette norme, c'est d'utiliser la géothermie. Il faut savoir qu'à Paris, il y a à peu près aujourd'hui une centaine de bâtiments qui sont chauffés et rafraîchis. Alors, pour certains chauffés, pour certains uniquement rafraîchis. On est un des seuls, enfin le Luxor est un des seuls à être à la fois chauffé et rafraîchi en utilisant la géothermie. L'intérêt de chauffer et de rafraîchir, petite aparté HQE, c'est que ça permet de ni réchauffer ni refroidir la nappe phréatique. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des calories ou des frigories à la nappe phréatique, à l'eau, et qu'on les rejette. Donc on rejette soit une eau un peu plus chaude, soit une eau un peu plus froide. Et si on ne fait que chauffer ou que rafraîchir, à terme, on va soit rafraîchir beaucoup la nappe, soit réchauffer beaucoup la nappe. Donc l'intérêt de faire du chaud et du froid, c'est qu'on rejette une eau qui est alternativement un peu plus chaude ou un peu plus froide. Et sur l'année, on a fait un calcul qui montre que, grosso modo, on est à l'équilibre thermique. Donc on ne va pas générer de perturbations de température des nappes phréatiques. Voilà la coupe. Donc ça, c'est un élément très intéressant parce que ça permet de bien comprendre comment s'organise le bâtiment. Et alors la qualité est pas terrible, je suis désolé. Elle était très bien sur les écrans, mais problème de projection. Donc là, oui, je vais pas le commenter beaucoup plus. On voit des grandes poutres métalliques qui sont posées sur des ressorts et qui permettent de suspendre la salle qui est au-dessus. Donc la salle qui est au-dessus, en fait, elle est totalement désolidarisée. On a un joint qui court ici, tout autour, et qui fait que la salle, elle est vraiment en lévitation. Alors, c'est pas la seule salle. Moi, j'ai rénové le théâtre de la Cité universitaire il y a quelques années, qui est pareil. On a fait une boîte dans la boîte. Le Nouvel Olympia est une boîte dans la boîte. La salle qui est dans le 10e, l'Alhambra, qui a été refait récemment, est aussi une boîte dans la boîte. Donc ça fait partie des choses qui aujourd'hui se développent parce que la loi sur le bruit est absolument draconienne
Et la nuit, vous avez droit à 3 décibels d'émergence par rapport au bruit ambiant. Donc je peux vous dire que 3 décibels, c'est peanuts. Donc si vous n'êtes pas bien isolé, n'importe quel voisin porte plainte et dans les 2 mois qui suivent, le bâtiment est fermé. Voilà la coupe dans l'autre sens, donc elle aussi permet de bien comprendre comment s'organisent les espaces. Sur la droite, dont vous voyez sous ce qu'on appelle la courette, là aussi tout un ensemble de locaux techniques avec des centrales de traitement d'air. Il faut dire qu'aujourd'hui, un bâtiment moderne, on le dit pas assez dans les écoles d'archi, quand vous faites des projets, c'est à peu près 15% de la surface qui est réservée à des locaux techniques pour un bâtiment de ce type-là. Donc ça fait très vite des grandes surfaces. Voilà l'état, il faut que je me dépêche. Voilà l'état dans lequel on l'a trouvé. Donc ça, c'est le décor de la boîte de nuit, fermé en 87. Voilà une vue dans l'autre sens. Donc on est dans les années 80. C'était une boîte de nuit qui s'appelait le Megatown, qui était la plus grande boîte de nuit gay d'Europe. Voilà ce que l'on a retrouvé quand on a arraché ce décor. Donc là, on est tombé sur le décor des années 30, qui est un décor dit néo-grec, avec cette espèce de pochoir. Et vous voyez que tous les éléments qui étaient en surépaisseur, c'est-à-dire les pilastres, tout l'entourage de l'écran, ça avait totalement disparu. Ça a été arraché dès les années 30, parce que ça les gênait pour faire le décor ultérieur. En revanche, il restait le décor des années 20, la partie peinte, sous le décor des années 30, donc on l'a redécapé, et on a dégagé ce qu'on appelle une travée témoin, que vous voyez là, qui nous a servi de modèle pour refaire le décor. Tout le reste a été protégé, donc le décor est toujours en place derrière la boîte acoustique. Voilà une première vue, donc là c'était on a mis un grand échafaudage dans la salle, donc ça c'est ce qui nous a permis de protéger le décor, c'est ce qu'on a appelé le chantier patrimonial. Là vous avez une vue de la foreuse qui a permis de faire les forages pour le captage pour la thermofrigopompe, le captage dans la nappe phréatique, et vous voyez que donc là on est dans le porche, et vous apercevez une des grilles avec les soleils ailés, que aujourd'hui on voit très bien, puisqu'elle a été cachée pendant des décennies, et elle est redevenue visible à l'air libre des 2 côtés, on le verra un peu plus loin. Voilà une vue des caves, les fameuses caves haussmanniennes que l'on a détruites. Donc là par exemple c'était une cave qui servait pour mettre la cuve à fioul. Donc on a dû, première étape, découper la cuve à fioul, la sortir et ensuite démolir autour les caves. Alors c'est sûr que c'est un peu dommage, c'est toujours triste de démolir ce type d'ouvrage, mais bon, le programme ne permettait pas malheureusement de le garder. Alors ça c'est ce qu'avaient fait nos prédécesseurs à certains endroits, donc ils étaient passés à travers la structure des caves pour aller recréer des fondations en béton. C'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'ils avaient fait collaborer, ce qui aujourd'hui serait totalement injustifiable du point de vue du calcul, ils avaient fait collaborer à la fois des structures en pierre et des structures en béton qui parfois s'appuyaient sur les structures en pierre et parfois passaient à travers, donc avec ces vues assez étonnantes. Et tout ça étant posé sur d'anciennes carrières remblayées, donc avec un sous-sol qui était réputé mauvais. Donc on a purgé tout ça et on a créé des micropieux pour aller fonder le bâtiment à peu près 25 mètres de profondeur avec 175 micropieux. Donc là aussi, ça a été un travail à petite cuillère, assez compliqué. Donc là voilà, ça c'est le démarrage du chantier. On a commencé par curer, démolir. Donc on a gardé uniquement la structure principale, la structure primaire, on le voit en partie haute. Et voilà le forage des micropieux. Donc c'est 175 micropieux avec ces machines qui tournent pour descendre et ensuite on injecte du béton pour aller retrouver. Alors on retrouve pas le sol solide, un micropieux ça travaille uniquement au frottement. Donc on calcule la profondeur de micropieux pour qu'il y ait suffisamment de frottement pour que le bâtiment ne se tasse pas. Donc voilà par exemple, vous avez dans l'angle là 6 ou 7 têtes de micropieux qui sont en cours de forage et de coulage. Et ensuite sur ces micropieux, on a coulé ce qu'on appelle des puits. Donc là vous avez un puisatier qui est en train de creuser pour aller ferrailler et installer ces puits de fondation sur lesquels le bâtiment est maintenant posé. Tout ça sans ébranler les murs voisins. Donc c'est pour ça qu'on a eu pendant longtemps un système de ce qu'on appelle de butonnage, donc vous le voyez, qui tient les murs périphériques, puisque ce sont non seulement les murs du Luxor, mais ce sont aussi les murs des bâtiments voisins, puisqu'à l'époque en fait ils faisaient
les murs étaient vraiment mitoyens, c'est-à-dire qu'on partageait, ce qui aujourd'hui est totalement interdit, on partageait le mur avec son voisin. Et on construisait à la fois pour tenir son bâtiment, et quand le voisin arrivait, il s'appuyait sur votre mur, et on continuait ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand on reprend, on est obligé de faire ce qu'on appelle des reprises en sous-œuvre. Donc vous en voyez par exemple dans l'angle ici, ici. Vous voyez un mur en béton qui est en train d'être coulé et qui va reprendre le mur en pierre qui est au-dessus. Et voilà ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'à un moment, le bâtiment, donc là on est dans le porche, a été suspendu, il était posé même sur des tout petits piquets, là, vous voyez, des petits piquets en bois, en métal, et dessous on a coulé des longues grines en béton qui ont permis de reprendre toute la charge du bâtiment et de créer les volumes des salles en dessous. Donc ça c'est une vue là aussi intéressante, c'est-à-dire qu'on est dans le volume des salles du bas, donc là on est au niveau le plus bas auquel on est descendu, et on aperçoit donc les boîtes à ressort, ces grosses boîtes bleues, sur lesquelles vont être posées les grosses poutres que vous voyez ici, qui là ont été mises en place, parce qu'après on ne pouvait plus les rentrer une fois qu'on aurait avancé le chantier, donc elles ont été mises en place, mises en hauteur pour qu'on puisse travailler dessous, et ensuite redescendues sur les boîtes à ressort. Donc là c'est une vue qui est prise dans la salle moyenne, où vous voyez donc les poutres qui ont été mises en place sur ces boîtes à ressort. Ensuite on relâche les boîtes à ressort, et vous avez toute la salle qui est sur ressort. Alors ça bouge très peu, hein. L'amplitude c'est de l'ordre, c'est millimétrique, mais ça suffit pour absorber les vibrations, en particulier liées à l'émission du son dans la salle. Et par-dessus ça, donc on a construit la boîte acoustique, la boîte intérieure. Donc ça, ce sont les renforts, comme je vous l'expliquais, les renforts des parois existantes. Et à l'intérieur, totalement désolidarisé, on a une deuxième structure que l'on voit ici en cours de construction côté balcon, donc avec la structure métallique des balcons. Et tout ça est totalement autonome par rapport à la structure extérieure. Et voici donc la boîte acoustique terminée. Donc à l'intérieur de cette structure métallique, on a un remplissage en maçonnerie, le balcon, les deux balcons qui sont reconstitués, et là on a pu attaquer le plafond, hein, vous voyez le plafond là-haut, qui lui aussi tient sur la boîte intérieure, donc qui bouge avec l'ensemble de la boîte. En parallèle, donc, on a la restauration des façades. Alors, comme je vous l'ai expliqué, le plus gros du travail, ça a été fait côté boulevard de Magenta, puisque là, on a dû recasser tout ce qui avait été fait en surépaisseur par rapport à la façade d'origine. Donc, comme vous le voyez, ils avaient mis de la brique plâtrière pour combler le creux de la façade. Ensuite, ils avaient fait un enduit et ils avaient fait une finition en peinture. Donc on a retaillé. Là, c'est une vue de détail pour vous montrer l'état des épidermes, qui n'était pas partout très très bon. Les épidermes sont, à part les parties qui sont en mosaïque, les épidermes sont dans un matériau qui s'appelle le granito. Donc le granito, c'est un enduit à base de ciment, avec des petits morceaux de pierre qui sont des pierres dures choisies, du marbre, de différentes couleurs. Donc là on est sur un granito qui est très clair, qui est plutôt blanc. Donc c'est des petits morceaux de marbre blanc qui sont concassés, qui sont noyés dans un mortier, et ensuite on vient poncer de manière à retrouver les petits morceaux de marbre, ce qui donne ce revêtement qui est très qualitatif et qui évoque effectivement de loin un peu l'effet du granit, avec les petits éclats que l'on peut avoir dans le granit. Donc là, tout ça avait été peint, ce qui fait qu'on ne voyait plus du tout la qualité du granito. Ça, c'est la marquise qui a été démontée, restaurée en atelier et remontée sur place, ce que l'on voit sur cette photo. Donc là, vous voyez réapparaître les fameuses grilles qui, elles, sont restées tout le temps. C'est quasiment le seul élément qui n'avait pas bougé. Ils les avaient cachées, ce qui fait qu'on les voyait plus du tout, mais ça les a protégés. Et puis, vous voyez le granito. Donc là aussi, la qualité de la photo est pas de la photo, de la projection, on va dire, est pas excellente, mais on a cet enduit où l'on voit réapparaître ces petits grains de marbre. Voilà le travail sur la mosaïque. Donc le travail sur la mosaïque, il y a eu deux aspects. Une restauration in situ pour les parties sur lesquelles la mosaïque était en place, mais simplement il y avait des morceaux qui étaient tombés, des tesselles qui étaient tombées. Donc là c'est un travail très fin de remise en place. Et puis un travail plus fondamental,
pour toute la corniche côté boulevard de la Chapelle, où là on a refait en atelier l'intégralité des mosaïques, puisque là elle avait totalement disparu, et elles ont été ensuite collées à l'envers sur un calque et remises en place. Et ensuite on enlève le calque et on retrouve la mosaïque qui reprend sa place d'origine. Donc ça c'est une technique qui a été mise au point par les Italiens il y a de nombreuses années, entre autres pour restaurer des mosaïques antiques, les remettre en place, les déposer, les remettre en place. Voilà le travail à l'intérieur de la salle. Donc là c'est un travail essentiellement à base de pochoirs pour refaire le décor néo-égyptien, décor qui était à l'origine fait au pochoir. Donc on a repris les mêmes techniques qui avaient été utilisées par nos prédécesseurs. Simplement aujourd'hui on utilise des pochoirs autocollants parce que c'est plus rapide et ça permet d'avoir un meilleur fini qu'un pochoir. Et puis vous voyez, travailler les bras en l'air en tenant un pochoir en métal, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, les normes là aussi, l'inspection du travail, je pense, nous interdirait d'avoir des gens qui travaillent pendant des heures avec des pochoirs. Et voilà donc le décor qui est en train de se réaliser. Donc il y a des parties au pochoir, et puis il y a des parties. Alors ça, c'est les grandes têtes de pharaons, qui elle avait totalement disparu depuis les années 30, comme je vous le disais, depuis 1930. Donc que l'on a redessiné, on a refait un positif à partir duquel on a fait des moules et on a fait un moule et on a tiré les 8 têtes qui sont dans la salle. Et vous voyez là une restauratrice, décoratrice qui est en train d'appliquer la finition en peinture. On a également beaucoup de faux marbre, donc là aussi d'ailleurs c'est une seule, si vous allez, vous verrez, c'est impressionnant, c'est une seule personne qui a fait tout le faux marbre de la salle. Que ce soit le faux marbre noir qui est en partie basse et le faux marbre ocre qui est au-dessus, qu'elle est en train de faire. C'est une seule personne qui a fait ça. On a eu également tout un travail de staff, donc là vous avez un staffeur qui est en train de terminer les deux vautours, un des vautours qui sont de part et d'autre de l'écran. Et puis on a eu des parties, donc là où le décor était encore visible, en particulier dans le porche, des restaurateurs, donc ils ont restauré in situ, mais comme vous voyez, le décor avait quand même beaucoup souffert. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 50% de décor original et à peu près 50% de restauration. Ça, c'est le volume de la salle moyenne. Donc là, j'ai fait un petit clin d'œil à l'architecture égyptienne, sans en faire trop, pour ceux qui connaissent un peu. Vous verrez en particulier le ciel étoilé. Voilà la référence. Donc ça, c'est une tombe de la vallée des rois en Égypte. Ça, c'était un croquis que j'avais fait pour cette salle. Et voilà la salle finie, donc avec ce petit clin d'œil, en particulier avec ce soleil étoilé. Petit clin d'œil à l'architecture égyptienne. Et ça, c'est la petite salle. Donc là aussi, avec une voûte en anse de panier que l'on retrouve dans certaines tombes. Et voilà donc la salle telle qu'elle est aujourd'hui. Donc là, avec une petite jauge de 74 places, et la salle moyenne fait 140 places. La salle moyenne, juste si j'y reviens 10 secondes, est une salle qui a une vraie scène, donc qui permet d'accueillir des petits spectacles, des petites formes, spectacle musical, petits groupes. Voilà, c'était le programme. Les deux autres salles, que ce soit la grande et la petite salle, elles sont dédiées 100% cinéma. Même si dans la grande salle, on peut faire de l'événementiel, on a cette petite scène, mais c'est pas fait pour du spectacle. En particulier parce que quand quelqu'un est sur la scène, pour le coup, on a une très mauvaise visibilité, parce que la salle n'est pas du tout faite c'est pas une salle de spectacle, c'est vraiment une salle de cinéma. Et je termine par la grande salle, s'il veut bien passer. Donc ça, c'est un croquis que j'avais fait du décor, un des tout premiers croquis en 2008, parce que, comme je vous disais, on est parti vraiment de ces deux photos intérieures que l'on a vues. Donc il a fallu à un moment vraiment imaginer comment était le décor avant même de pouvoir faire ces sondages et retrouver une partie du décor en place. Voilà les images de synthèse que l'on avait faites de la salle, qui nous ont beaucoup servi, parce que je peux vous dire que même sur le chantier, ça permettait aux ouvriers d'imaginer ce que ça allait donner, parce que si vous vous rappelez la grande vue où tout était démoli sur 20 mètres de haut, et c'est vrai qu'ils avaient un peu de mal à imaginer que quelques mois après, il y aurait ça. La même chose vue dans l'autre sens. Et voilà la vue aujourd'hui,
la vue de la salle. Donc côté écran. Alors côté écran, on a donc l'écran d'origine, enfin reconstitué comme à l'origine, qui est peint sur le mur, et on a une trappe qui s'ouvre ici, qui permet de faire descendre un écran qui fait 9 mètres de large. Donc il permet là de projeter avec des standards d'aujourd'hui, parce que l'écran d'origine faisait 6 mètres de large, et c'est pas du tout suffisant pour une salle de cette jauge et de ce type-là. Et vous voyez donc les caissons au plafond, qui étaient à l'origine ces caissons en staff ajouré, que l'on a réinterprété sous forme de caissons lumineux, avec un éclairage par diode, qui permet à la fois donc d'avoir un bon éclairage, et de rester dans la boîte, parce qu'évidemment le staff ajouré aurait fait perdre tout l'isolement acoustique, puisqu'on ne pouvait pas du tout avoir d'ouverture, évidemment, comme je vous l'ai expliqué, entre la boîte et l'extérieur. Voilà une vue prise depuis la scène. Et voilà l'écran, le grand écran descendu. Donc ça, c'est la position qu'ils utilisent habituellement, puisque alors ils font quelques projections sur l'écran comme à l'origine pour des films historiques ou même pour s'amuser un peu à des petites bandes annonces, des choses comme ça. Mais la plupart du temps, l'écran est descendu. Et voilà le Porsche vu de l'intérieur, donc qui a retrouvé, je dirais, son ouverture et qui remet en relation l'espace intérieur avec l'espace extérieur. Et la restauration terminée, donc si vous vous souvenez tout à l'heure, la photo que vous aviez vue, donc les restauratrices, c'était surtout des dames, ont bien travaillé pour rendre, je dirais, son éclat à ce bâtiment. Voilà une vue du bâtiment avec la terrasse. Aujourd'hui, ils ont installé 2 ou 3 palmiers sur la terrasse, qui lui donnent un air encore plus égyptien. Et les grands mâts avec le soleil, qui est les soleils qui montent dans le ciel. Et la façade, donc côté magenta, là aussi, si vous vous souvenez, une des toutes premières photos, qui a repris tout son éclat. Donc ça, c'est une vue en 2003, pardon, ou fin 2002, début 2003. C'est la manifestation Sauvons le Luxor qui a décidé définitivement, la ville de Paris, à racheter le bâtiment. Voilà, avec les calicots affichés Sauvons le Luxor sur la façade. Et aujourd'hui, une petite foule devant c'est pas la même foule, mais on peut espérer qu'il y ait des gens qui étaient en 2003, qui font aujourd'hui partie du public du cinéma, qui se retrouvent, et donc le bâtiment qui a repris toute sa place au Carrefour Barbès et qui redevient vraiment le monument du Carrefour Barbès, avec une vue de nuit. C'est un bâtiment qui, là aussi, prend toute sa place en soirée, puisqu'il reste ouvert jusqu'à minuit, donc il a une présence sur le site tard dans la nuit. Voilà, je vous remercie. Donc merci beaucoup Philippe. Donc on va ouvrir aux questions maintenant, si certains d'entre vous veulent intervenir, poser des questions de détails ou de élargir le débat. J'ai une question concernant le décor. C'était une volonté de votre part de retrouver le décor original, ou alors c'était une volonté de la ville ou des associations de retrouver exactement le même décor? Non, ça c'est un choix personnel qui était pas simple, parce que bon, je l'ai pas forcément décidé tout de suite. En plus, comme je disais, on avait assez peu d'éléments, donc c'était un peu risqué, c'est-à-dire qu'on n'était pas sûr même d'y arriver. Mais disons que c'est un choix que j'assume par rapport même à la mémoire de notre confrère Henri Zipsy, dont j'ai pas beaucoup parlé, mais là aussi on n'a pas le temps de parler de tout, qui est un architecte, donc l'architecte qui a construit ce bâtiment, qui n'a quasiment construit que ce bâtiment. Ça a été son chef-d'œuvre et il n'a fait que ça. Et il avait souhaité donc qu'il y ait cette adéquation entre le décor extérieur, avec cette grande inscription le Luxor, palais du cinéma, palais égyptien du cinéma, par son décor extérieur, même si c'est assez rigolo, parce qu'il a utilisé beaucoup de mosaïques, et il faut savoir qu'en Égypte, il n'y a pas l'ombre d'une mosaïque. La mosaïque n'est pas utilisée par les Égyptiens, donc là c'était déjà quelque chose d'un peu fantaisiste, mais il avait vraiment souhaité qu'entre l'extérieur et l'intérieur, on voit un palais du cinéma égyptien, et que quand on rentre dans un palais égyptien du cinéma. Donc il me semblait, après réflexion, que la meilleure idée pour refaire cette salle, c'était de retrouver
cette adéquation entre l'extérieur et l'intérieur, qui est quelque chose que nous, architectes, on recherche souvent dans nos bâtiments, qu'on n'arrive pas toujours à atteindre. Donc là, il me semblait que l'exercice méritait d'être tenté et d'être fait. Alors, à contrario, pour les salles du bas, comme j'ai expliqué, j'ai souhaité qu'il y ait un petit clin d'œil, mais qu'on soit pas dans l'égyptomanie telle qu'on pouvait l'être dans les années 20. Mais c'est vraiment cette idée de retrouver cette cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Et alors après, une fois qu'on se lance là-dedans, évidemment, on a envie que ça soit le plus précis et le plus juste possible, que ça respecte vraiment l'esprit et les intentions de l'architecte de l'époque. Oui, juste un petit détail. Sur la moquette, il y avait un plan au sol. C'est quoi ce plan? Alors, c'est un plan imaginaire d'un temple égyptien, qui est en fait un mélange entre Luxor et quelques autres temples, qui était un petit, voilà, c'est un petit joke, on va dire, d'architecte, qui est lié à ce grand espace vide, puisque comme je l'ai expliqué, sur les 6 premiers mètres, on n'avait pas le droit d'installer des places pour des gens qui regardent le film, puisqu'on est trop près de l'écran, donc ça génère le législateur a considéré que les gens risquaient d'avoir mal au cou, qu'ils voyaient mal l'écran, donc contrairement au film, alors vous êtes un peu trop jeune, mais moi je me souviens quand j'allais voir les films dans les années 70, on avait des places qui étaient à 1 mètre de l'écran, alors quand on était sur le côté, c'était une anamorphose, on voyait pas le film, on voyait une anamorphose du film. Donc aujourd'hui on peut plus le faire, ce qui fait qu'on se retrouve avec ce grand espace vide. Et voilà, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut en faire, sachant que ça leur sert quand même beaucoup, ça leur sert pour faire de l'événementiel, pour accueillir justement des réalisateurs qui viennent présenter leurs films, pour faire des pots, enfin bon, ils l'utilisent, mais je me disais que c'était un peu dommage d'avoir un grand espace comme ça. Alors on aurait pu faire une moquette avec un motif quelconque, mais voilà, ça m'amusait, je me suis dit que ça serait... En attendant la projection, les amateurs d'architecture pourraient s'amuser à retrouver le plan de tel et tel temple égyptien. Plus une question qui, je vais pas dire qui ne te concerne pas, si bien sûr elle te concerne, c'est plus sur la manière dont ce lieu, dans cet espace aujourd'hui, génère une vie de quartier, parce que c'est qu'il y a effectivement toute une réflexion sur la programmation, qui effectivement pas de ton fait, mais qui aussi pose la question qui reprend ces salles et comment effectivement ce projet architectural s'étend va avoir une influence sur ce contexte urbain tout à fait particulier et comment ce lieu devient un lieu effectivement générateur d'une vie et d'une... Oui, alors effectivement c'est une très bonne question et je pense que ça sera une très bonne conclusion parce que je pense que l'heure tourne et que vous avez tous d'autres obligations. Oui, alors ça a été d'ailleurs peut-être l'élément qui a déclenché la décision de la ville d'acheter ce bâtiment. C'est-à-dire que la ville de Paris a une responsabilité en matière cinématographique. Il y a ce qu'on appelle la mission cinéma de la ville de Paris, qui accorde des subventions à un certain nombre de salles, en particulier toutes les salles d'arrêt essai, qui les a aidés récemment à s'équiper, justement à passer de l'argentique au numérique, qui organise des festivals de cinéma. D'ailleurs, en ce moment, il y a un festival qui s'appelle Mon Premier Festival, destiné aux jeunes enfants. Il y a le Forum des Images, qui est une émanation de la ville. Donc je dirais qu'en termes de cinéma, la ville de Paris est extrêmement active. Il y a plus d'un film par jour qui se tourne à Paris, donc la mission cinéma s'occupe de tout ça. Donc déjà, elle avait une responsabilité. Elle essaye aussi de rééquilibrer ce qu'on appelle l'offre cinématographique dans Paris. Et c'est vrai que c'est une zone dans laquelle il n'y a pas de cinéma, entre le MK2 les MK2 sur le bassin de la Villette et puis place de Clichy. C'est le désert cinématographique. Alors que c'était une zone où il y avait énormément de cinéma jusque dans les années 50, jusqu'après-guerre. Et puis petit à petit, ils ont tous disparu. Donc de retrouver un cinéma ici, c'était important. Mais je pense que le vrai enjeu pour la ville, ça a été que ce bâtiment participe effectivement à un renouveau du quartier. Donc quand on dit ça, on se rend compte que tout de suite, on marche un peu sur des œufs, parce que effectivement, il faut à la fois accompagner le renouvellement du quartier qui est en cours, mais par rapport, je dirais, à la politique municipale, l'idée c'était pas d'en faire quelque chose de totalement étranger, d'introduire un corps étranger dans ce quartier.
Donc aujourd'hui, l'exploitant du cinéma, qui est un cinéma d'art et essai, hein, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, donc il projette, je dirais, qu'il y a une programmation extrêmement qualitative, a aussi dans sa mission, dans sa feuille de route, une ouverture très forte sur le quartier. Beaucoup de travail en direction du jeune public, avec les écoles, avec les centres de loisirs, avec les collèges, avec les lycées. Ils ont mis en place ce qui s'appelle l'université populaire du cinéma, où ils accueillent un certain nombre de personnalités qui viennent projeter et parler d'un film. D'ailleurs, le prochain, ça sera Lionel Jospin, qui viendra, je crois, d'ici un mois, commenter L'Homme tranquille, je crois, de John Ford. Donc voilà, tout un travail, projection. Alors aujourd'hui, l'arrêt essai, c'est plus l'arrêt essai comme on l'a connu dans les années 70 et 80. C'est aussi Almodovar, c'est aussi Woody Allen. Donc c'est un certain nombre de films qui sont presque des films grand public, mais qui peuvent rentrer dans cette programmation d'arrêt essai. Donc voilà, c'est d'ouvrir au maximum la programmation pour que ça soit une salle que les gens du quartier puissent aussi s'approprier. Et moi, pour y être allé plusieurs fois, et à la fois pour voir des films, mais aussi pour du service après-vente, comme on dit, pour des levées de réserve, des choses comme ça, c'est vrai que le public, on a un vrai public de quartier. Moi, j'ai vu des mamans africaines avec leurs enfants, ce qui est assez inattendu dans un lieu comme ça. Mais ça veut dire, alors c'est pas forcément la majorité du public, mais l'idée, c'est vraiment que ce lieu soit une salle de quartier. C'est vrai que les salles de quartier, c'est aussi des choses qui ont eu tendance à disparaître un peu dans Paris. Et ça faisait partie du cahier des charges. Il faut que ça soit un cinéma qui ait une vraie valeur de salle de quartier. Donc pour répondre à ça, voilà et puis aussi pour nous architectes et urbanistes, comme je l'ai dit, le troisième enjeu, c'était en matière tout simplement urbaine, c'est-à-dire que cet angle qui est extrêmement important dans la qualité urbaine de ce site, que la ville de Paris prenne en charge la rénovation que quasiment aucun privé n'aurait eu les moyens d'assumer. Là aussi, c'est une des raisons pour laquelle la ville l'a fait, parce que sinon, je pense que dans 30 ans, il serait resté en place. Tati n'avait pas les moyens de le faire, et je pense qu'aucun privé n'aurait pris le risque financièrement de rénover ce bâtiment. Bon, merci beaucoup Philippe pour cette présentation exemplaire. Je pense que tout le monde a conscience de l'intérêt de ce type d'opération aussi, que en réalité la commande architecturale aujourd'hui c'est beaucoup de rénovation, donc je pense que là on a un exemple très intéressant. Je voudrais vous donner, donc merci beaucoup Philippe, et je voudrais vous donner rendez-vous donc dans 15 jours pour Franck Salama qui nous fera une conférence sur la maison japonaise. Voilà, merci aussi au public de votre présence.